Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un ou une passionnée de lecture. Et cet après-midi, nous disons bonsoir à une dame qui aime beaucoup lire. Donc, c'est vraiment une passion chez elle. Donc, merci. Bonsoir. Bonsoir Ludovic et bonsoir à toutes et à tous. Et puis merci de nous écouter. Et donc c'est avec plaisir que je suis avec toi aussi et avec vous. À plaisir de lire. Merci Ludovic. Ben, elle ne s'est pas présentée, mais vous l'avez reconnue. C'est Marie-Laurence Delors, voilà. qui nous fait le plaisir d'être des nôtres cet après-midi. Eh bien, comme d'habitude, nous avons Marie-Laurence Delors. Forcément, nous allons un peu utiliser certains diraient notre cervelle, notre cerveau. Nous allons réfléchir, en tout cas, voilà. penser, voir, tiens, nos habitudes, est-ce que nous les faisons de façon consciente ou bien... Voilà. D'ailleurs, on peut peut-être même débattre ce que je viens de dire, une habitude de façon consciente. Généralement, l'habitude, elle n'est pas consciente. Non, c'est ça. C'est quelque chose qui a à voir avec, on va dire, la routine et ça a à voir avec, je dirais, une absence de conscience réfléchie. Donc, c'est mécanique. C'est mécanique. Mécanique et spontané. D'accord. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un niveau de conscience. Il y a un niveau de conscience, mais le niveau de conscience est faible. D'accord. C'est ce qui explique pourquoi je peux laisser mes clés sur la table et puis les oublier. Donc, sans pour autant que ce soit, je vieillis, j'oublie. Non, c'est parce que nous avons souvent des actions qui ne sont pas nécessairement accompagnées de conscience pleine et entière. Heureusement pour nous. Tout à fait. Merci pour cette petite précision. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler d'un ouvrage récent, c'est de janvier 2026. Oh, très oui, parce que la philosophie, ça a à voir avec des anciennes théories, mais en même temps, c'est de la nouveauté. Sachant qu'on ne peut faire de la nouveauté qu'avec ce qu'on a déjà. Et donc, c'est normal que vous avez dans des nouveaux livres de philosophie des références à un passé philosophique, à une histoire de la philosophie. Et ça, c'est dans tout, on va dire, dans tous les domaines. On ne peut créer du nouveau que parce qu'il y a quelque chose qui existe déjà. Créer de l'inédit et croire que ça se fait sans référence à ce qui a été, bon non, ça peut pas être. Donc on a besoin de s'appuyer sur ce qui a été fait. Et donc cet ouvrage, je l'ai aimé, je l'ai choisi pourquoi? Parce que Myriam Revaud-Dallon, voilà, Myriam Revaud-Dallon, qui est professeure de philosophie émérite, eh bien, elle interroge quelque chose qui nous intéresse, à savoir la place qu'on accorde aux passions et aux émotions dans l'espace politique. C'est très important parce que on croit que on agit rationnellement quand on s'oppose aux émotions et aux passions. Autrement dit, on croit que l'action est dénuée de sentiments, d'émotions. Et donc, elle est simplement guidée par la raison. Et qu'elle s'opposerait, du moins l'action rationnelle s'opposerait à tout ce qui relève des affects, c'est-à-dire des émotions, des sentiments. Or, qu'est-ce qu'elle dit et ce que disent aussi d'autres philosophes, pas seulement elle, Aristote, c'est que on ne peut penser que parce qu'il y a des émotions. Autrement dit, la pensée rationnelle ne peut s'établir dans le silence des passions. Et ça, c'est important. Et je crois que quand on regarde notre manière d'agir aussi, et la manière, on va dire, où le citoyen va manifester son accord ou son désaccord, eh bien,
il y a toujours de l'émotion. Il faut en quelque part que l'émotion parle, la passion parle. Alors son livre s'appelle Passion publique. Alors, ce titre peut paraître très insolite. Pourquoi? Parce que on aurait pu croire qu'elle aurait dit passion politique. Mais elle n'a pas choisi, elle le dit elle-même, passion politique. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que c'est uniquement la question de l'interrogation sur les passions. Or, elle dit, la politique, c'est trop restreint. Il faut dire public. Parce que public, c'est l'État. Étymologiquement, public renvoie à État, renvoie à peuple. D'accord? Et donc, c'est beaucoup plus large. Donc, traiter de la passion publique, c'est dire que la passion a sa place dans la cité et dans tout ce que nous faisons. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par passion? Et ça ne remonte pas, on va dire, elle n'est pas la première à traiter des passions. Quand on regarde l'étymologie de la passion, du mot passion, il y a une double étymologie. C'est subir, pâtir, mais c'est aussi souffrir. D'accord? Donc, il y a en quelque part dans la passion une énergie. Une énergie qui peut être positive ou négative. L'énergie, par exemple, si nous va parler de passion triste, les passions tristes, exemple, la haine, la peur, la tristesse. Pourquoi elles sont tristes? Parce qu'elles diminuent, et le ressentiment aussi, elles diminuent notre capacité d'agir, notre capacité d'action. Au lieu de nous libérer, ces passions nous emprisonnent. Et ça, il faut bien le dire, seulement les passions positives, les passions joyeuses, augmentent notre capacité d'agir. Je prends un exemple, l'empathie. L'empathie, c'est pas un sentiment simplement égoïste. L'empathie, c'est, on va dire, repose sur le sentiment de la justice. Je peux être très empathique vis-à-vis des autres parce que je désire en quelque part que l'autre soit mon égal. D'accord? Donc, je suis dans l'empathie, dans la bienveillance. Et même dans l'indignation, qui est une passion positive, je suis indigné non pas parce qu'il y a un tort qui m'a été causé, sinon ce serait une passion égoïste, mais je suis indigné parce que je souffre qu'on puisse faire souffrir l'autre. Et donc, par conséquent, c'est ce sentiment d'injustice que je ressens à la place de l'autre. Donc, quand on ne s'indigne pas, par exemple, quand pendant 4 semaines, il n'y a pas de transport, ça doit nous interpeller. C'est pas parce que moi, on est en l'auto, moi, s'en foutais, ça qui pas né, puisque moi-même, l'auto, moi, peut tomber en panne, et puis, moi, besoin de bis là. D'accord? Donc, cette capacité qu'on a à s'indigner, c'est une passion positive. Et donc, il faudrait qu'on nous réapprenions à nous indigner. Parce que dans l'indignation, il y a l'idée qu'on refuse l'injustice. Il y a le refus de l'injustice. Et c'est ça qu'elle dit dans son ouvrage. Elle dit, elle interroge et elle se demande à quelles conditions les passions peuvent nourrir la démocratie. Alors, donc, il faut que les passions travaillent, dit-elle, à construire un monde commun. Et elle parle du présupposé suivant, c'est que
D'abord, ce qui fait le ciment de la société, c'est l'amitié. L'amitié, c'est pas l'amitié personnelle. J'ai déjà eu l'occasion de parler de l'amitié chez Montaigne. L'amitié politique, c'est la filia, c'est le sens de l'humain. Autrement dit, je considère que l'autre, ce tout autre qui est là, qui est différent de moi et qui n'est pas semblable à moi, j'en ai besoin. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de cité avec le même. Si on faisait la cité avec le même, tout ce qui nous ressemble, c'est l'anéantissement. On fait une cité, une société avec du dissemblable, avec des gens différents de nous. Et c'est dans ce dissemblable-là et c'est dans ces désaccords-là que nous avançons. Donc, on ne doit pas avoir peur des désaccords. C'est pas parce que j'ai des désaccords avec toi, comment on peut dire bonjour? Si vous cassez même bonjour là, c'est qu'on ne peut pas comprendre. Non. Ce sont les désaccords qui permettent le débat et qui permettent le ciment de la société. Parce qu'on va trouver un canal, à savoir le langage, pour exprimer notre désaccord. Ça va nous éviter d'aller prendre des armes, etc. Non. On va se servir des mots pour dire notre désaccord. Et les institutions sont là comme des médiations pour permettre au désaccord de s'exprimer. Donc, même si je ne suis pas d'accord avec telle ou telle radio, par exemple, la démocratie veut que, mais quel que soit. Parce que la démocratie, ce n'est pas un ensemble de procédures. C'est ça. Il y a des procédures, des choses techniques. Il faut signer des contrats, oui. Mais la démocratie ne se réduit pas à un ensemble de procédures. La démocratie repose sur le débat, sur la libre expression des accords et des désaccords. Et donc, dans cette expression des désaccords, il y a beaucoup de place accordée à nos émotions et à nos passions. Donc, ce qu'elle dit, la première chose qu'elle dit de fondamental, c'est que dans la cité, on ne doit pas faire l'apologie de la raison. Pourquoi? Parce que la raison, contrairement à ce qu'on croit, elle n'est rien si elle s'exprime dans le silence des passions. Sinon, la raison engendre des monstres. On a rationalisé, par exemple, les camps de concentration, mais c'est rationnel, tout ça. Hein? Donc, tu n'as besoin que de 100 grammes pour vivre, etc. C'est la raison qui produit ça. À l'hôpital, on a besoin de tant. C'est la raison qui produit ça. Mais si on ne réfléchit pas que derrière les lits, il y a des personnes, il y a des patients, il y a des personnels, etc. C'est la même chose quand je fais une grève. Je vois mon intérêt, oui. Mais est-ce que je pense à tous ces gens qui souffrent? Moi, il faut tenir compte de ça aussi. Donc, c'est ça. C'est pas parce que j'exprime une idée totalement rationnelle que je peux, je dirais, rejeter les passions. Et justement, le contraire et l'opposé de la raison, c'est pas l'émotion, c'est l'insensibilité. D'accord. C'est cette insensibilité-là qui nous fait défaut et qui nous plombe, je dirais. Et c'est la sensibilité qui ne s'exprime pas suffisamment. Parce qu'à partir du moment où on a un cœur dur, un cœur sec, comment peut-on? Le cœur peut être dur, sec, de la même façon que la raison peut s'exprimer, c'est ça et c'est pas autre chose. Mais par rapport à ça, comment je fais? Si je veux trouver la voie du sens commun, il faut bien que les émotions s'expriment. Donc, elle dit qu'il faut penser un autre mode de relation, une nouvelle articulation entre la passion et la raison.
Donc, sortir de l'idée que il y aurait comme une tyrannie des émotions, comme il y aurait une tyrannie de la raison. Il faudrait ne pas concevoir que les passions comme les émotions, entravent et interdisent l'exercice de la raison politique. Et tout le travail de Myriam Wovo-Dallon, c'est de déconstruire cette prétendue opposition entre raison et passion. Loin d'être des obstacles à l'exercice de la raison politique, les passions et les émotions font partie de l'exercice de cette raison. Sinon, on a des individus insensibles, ce qui est le cas, bien souvent. C'est pas moi, c'est lui. Non, c'est pas moi, c'est pas moi, Yoni qui a débrouillé, puis patron. Bon, c'est pas moi, c'est patron. Les usagers peuvent rester là. Donc, d'un côté comme de l'autre, on fait preuve d'insensibilité. Autrement dit, ce manque du sens d'humain, est-ce que je peux me mettre à la place de celui qui a besoin du bus et qui est condamné à ne pas sortir et honorer un certain nombre de rendez-vous? Est-ce que je me mets à la place de cette personne? Non. Alors, donc, il faut déconstruire donc cette opposition et penser que l'émotion, ce n'est pas du désordre, l'émotion est nécessaire. Et particulièrement les émotions positives comme la compassion, comme l'empathie. Et on a aussi la colère. Pourquoi? Parce que quand on est en colère, c'est une émotion positive. Pourquoi? Parce qu'on veut dire non à l'injustice. D'accord. C'est pourquoi on est en colère. Ce qui n'est pas le cas du ressentiment. Le ressentiment va avec la haine, c'est la suppression de l'autre. Tu as pris ce qui m'appartient. C'est différent, c'est différent. C'est-à-dire que ce sont des émotions qui se tournent sur moi en tant que sujet. Donc j'ai été blessée dans ma propre subjectivité et c'est ça qui me fait réagir. Or justement, il y a des émotions qui sont expansives, qui me poussent à regarder l'autre dans tout ce qu'il a de dissemblable à moi et de dire il a le droit. Je me sens proche de lui. Les bateaux qui se renversent avec des milliers de gens, je ne peux pas me dire, ça fait quoi, yoni carité, bokayo. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si ce n'est possible, c'est que parce que les émotions nous ont désertés. Et quand il n'y a pas d'émotion, il y a de l'insensibilité. Et ça, c'est très... Quand l'insensibilité rentre dans une société, ça veut dire qu'on a vraiment du mal à faire du sens commun, du sens humain. Autrement dit, vous dites que le pauvre, il n'a qu'à traverser la rue et puis il va chercher du boulot, il n'a qu'à aller travailler. Moi-même, je n'ai qu'à travailler. D'accord? Ça veut dire ça aussi. Ça veut dire ça. Ça veut dire aussi qu'on arrive à une forme d'insensibilité. Donc, il faut absolument croire et penser que cette capacité que nous avons à développer des valeurs, ça repose sur des émotions. Parce que la raison, elle instrumentalise, elle calcule, elle fait des procédures, elle planifie. On sait ça, planification, procédure, logique, structurée.
il faut un plan de structuration parce qu'il y a trop de personnel, etc. C'est ça c'est la raison. Bon, il y a le chiffre et tout, bon voilà. D'accord? Mais par rapport à ça, il y a bien des gens, eh bien tu commences par ne pas en rajouter. C'est déjà ça. Mais si tu en rajoutes, alors que tu n'as pas suffisamment d'argent, et ça crée problème. Hein? D'accord? Donc, la raison ne peut s'exercer dans le silence des passions, dit-elle. Alors, c'est pourquoi, si on veut travailler sur le politique, il faut se défaire de ces évidences, dit-elle. Et notamment celles qui postulent que la raison publique s'oppose aux passions. Et elle dit quelque chose de très important. Le sentiment et les affects sont des expériences concrètes qui nous permettent de nous rassembler. Qu'est-ce qui nous rassemble? Ce sont les émotions et les sentiments. Et ça, et surtout les sentiments et les émotions positives. Alors, elle ne fait pas de distinction entre émotions, sentiments, passion, parce que tout ça se rapproche du ressenti. Dans certaines philosophies, on va faire une distinction, parce que l'émotion a quelque chose de particulier, c'est que ça peut être, on va dire, pas durable, ponctuel, d'accord, alors que le sentiment, il est durable. La passion peut être brutale. Elle peut être aussi, elle est à la fois positive et négative, puisque dans la passion, je subis, mais en même temps, c'est une énergie. Je subis quand elle est négative. Par exemple, ma peur du chien, par exemple, eh bien, repose sur une idée inadéquate que j'ai de la dangerosité d'un chien. Parce que ma peur du lézard ou d'un ravet repose sur une idée inadéquate de la dangerosité du ravet par rapport à moi. D'accord? Donc, on est toujours prisonnier ou prisonnière de pensées inadéquates. D'accord? Donc, et il ne faut pas penser que nous sommes exempts de toutes ces représentations. Alors, oui, tu voulais dire quelque chose, vas-y. Par rapport à l'exemple que tu prends, la peur du chien. Oui. Et est-ce qu'on peut classer la peur dans la même catégorie par rapport à une expérience passée? Par exemple, j'ai été mordu par un chien, peut-être j'étais petit ou il y a des années, et donc ce qui fait que quand je vois un chien, j'ai peur. Est-ce que ça rejoint cette idée inadéquate, c'est-à-dire que voilà, je vais relier à une expérience présente une représentation passée négative. Donc, ce qui va me donner une réalité tronquée. Cette réalité sera biaisée. Autrement dit, je ne vois pas le chien précisément tel qu'il est là aujourd'hui, mais je me représente l'animal furieux qui m'a arraché un morceau de peau il y a 10 ans. C'est ça. C'est-à-dire que, et je crois que dans ce cas-là, c'est là où on voit notre fragilité en tant que sujet. Parce que ces représentations nous façonnent. Et nous façonnent non seulement dans ce que nous sommes, mais aussi dans notre présent, dans notre avenir. Donc, c'est pourquoi nous avons toujours à travailler sur des représentations. Et ce qu'elle dit quand elle parle des émotions positives, elle dit que les émotions sont positives et les émotions deviennent positives totalement quand elles trouvent le chemin politique de leur expression. Elle prend l'exemple de MeToo, par exemple. MeToo, c'est d'abord ce sentiment, cette
ce sentiment que, eh bien, il y en a assez de la domination masculine. Et donc, ce sentiment-là, aujourd'hui, a trouvé expression dans, on va dire, dans le champ politique. Donc, ce n'est plus une question simplement de telle femme, tel homme, pas tel homme, mais c'est une question politique qui concerne l'ensemble de la société. Parce qu'il ne peut y avoir de solution à cette domination que parce que les uns et les autres, tous les deux, prendront conscience de la nécessité de l'égalité. Parce que qu'est-ce que c'est que la domination? C'est l'absence, c'est le rejet de l'égalité. Et donc, pour qu'on ait résolution, pour qu'il y ait résolution, il faut que les deux partenaires puissent avoir conscience de cette domination. Du moins l'autre, le masculin, réfléchit sur la nécessité de l'égalité. Et non, à tout prix, maintenir une inégalité. C'est ça. Donc, il y a des émotions positives, comme par exemple le mouvement Black Lives Matter. C'est aussi, elle a trouvé, cette émotion a trouvé son expression politique aussi. D'accord? Donc, c'est pareil un peu comme pour les Gilets jaunes. Mais ça a été plus difficile pour les Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas voulu, ce mouvement-là n'a pas voulu trouver son expression politique. Parce que, on se rappelle très bien, on a fait des cahiers de doléances, etc. Mais aucun des piliers du mouvement des Gilets jaunes n'a voulu s'inscrire dans la dynamique politique. Et c'est comme ça que le mouvement s'est isolé. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'il y a eu ce refus de la part des dirigeants de s'investir dans la sphère politique. Donc, elle dit que pour que les émotions sont le ciment de la cité. Pour cela, il faut éviter les schémas de pensée binaires, les clôtures identitaires qui nous condamnent à ne pas avoir des émotions positives. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez des clôtures identitaires, vous avez des schémas binaires, vous atrophiez les émotions. Et s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sens humain. Et ça, c'est très important. Pour agir de façon raisonnable, il faut d'abord avoir été touché par l'émotion. Et ça, c'est très important. Je ne peux pas travailler à la construction d'une cité si, en tant que sujet ayant une responsabilité, je ne suis pas, non pas dans une condescendance vis-à-vis des autres, non pas dans ce compassionnel, oh les petites malheureuses là, ceci, cela. On s'en fout, d'accord? Ça, c'est du misérabilisme. Non, tu dois prendre en compte qu'il y a des gens qui ont besoin du transport au point barre et que toi, tu peux venir à ta mairie avec le taxi aussi. Toi aussi, tu peux te dire ça. Pourquoi tu te le dis pas? Hein? Ta voiture peut te boire pas et puis dire, moi, je n'ai besoin de taxi. Et donc, par conséquent, c'est quelque chose qui est essentiel dans les relations humaines. La question des transports, l'organisation. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens de communiquer, d'aller d'un lieu à un autre. Ça permet des relations avec des territoires. C'est pas simplement des bus qu'on a mis là et puis ni bœuf qu'à monter à dedans et puis qu'à descendre. Non. C'est encore une vision archaïque des transports. Alors, donc, elle dit par exemple, pour revenir à MeToo, MeToo est un cas d'école. C'est en élargissant et en politisant la question de la violence faite aux femmes
que le mouvement a contribué à inscrire la question de la domination masculine dans la sphère publique démocratique. D'accord? Donc, il faut, pour qu'une société puisse se développer, il faut actualiser la puissance d'agir collective des hommes. Et l'exercice de la raison politique est indissociable du sensible et de l'imagination. On ne peut pas faire cité, faire société, s'il n'y a pas à la fois la raison et les émotions. Et ça, elle le dit d'abord dans l'histoire de la pensée, dans le chapitre 1, elle prend l'exemple de la cité grecque et elle dit la chose suivante. Dans la cité grecque, on ne parlait pas de raison, on parlait de logos. Alors, donc, le logos, la raison grecque dans son essence, c'est-à-dire dans ce qu'elle est fondamentalement, est politique. Elle est liée à une expérience sensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas de raison sans exercice de la passion. Le logos s'est fait chair, la chair, parce que la raison grecque n'a jamais été une raison désincarnée, c'est-à-dire une raison théorique. Le logos n'a jamais été réduit à la seule cohérence, à la seule logique. Au contraire, la question du logos est toujours habitée par les passions et par les émotions. Et je dirais que ce qu'il faut bien comprendre dans ce qu'elle dit aussi dans les passions publiques, elle dit la chose suivante, c'est que tout ce qu'il y est, tout ce que la raison produit comme valeur, eh bien, cette raison ne produit des valeurs que parce qu'elle est habitée par d'abord un vécu sensible. C'est parce que je vis des choses et que cette expérience vécue habite mon projet, par exemple, si j'ai un projet. Ce sont les vécus des uns des autres et mon vécu aussi. Donc, ce qui veut dire qu'un projet n'est jamais abstrait, ne peut pas être abstrait. Le projet est toujours habité par, on va dire, une somme de vécus. Différents, diversifiés, disparates, mais ce sont des vécus particuliers et des vécus collectifs. Alors, donc, elle dit que les passions constituent le socle existentiel de la cité. Dans une cité, les citoyens n'ont pas besoin de s'aimer pour coexister. On ne fait pas cité à partir du même, mais à partir du vraisemblable. Et que la cité ne repose pas simplement sur des procédures, procédures de vote, voir comment on va dire faire un plan, quels sont les éléments de sélection pour tel et tel dossier. Ça, ce sont des procédures. Quel est ton objectif? Et cet objectif-là, il est habité par des vécus collectifs. Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va faire des projets qui seront toujours éloignés des uns des autres. C'est-à-dire de ceux qui habitent un territoire. C'est-à-dire que
si on fait correctement un projet, il est habité par nos vécus. Il ne peut pas être totalement abstrait. Tout à fait. Pourquoi? Parce que on est des humains. Et le sens de l'humain, c'est d'abord d'être sensible. C'est un être animé de raison et d'émotion. Et ça, je crois que de l'oublier, ça nous permet de ne pas tenir compte du réel. Et bien souvent, nos erreurs s'enracinent dans, on va dire, cette idée d'une apologie de la raison. On a raison parce que la raison va produire des calculs et faire des calculs, c'est rassurant. Ah oui, c'est rassurant, hein. Tu as ton tableau, voilà. Tu as ton tableau Excel, bon, tu alignes les chiffres, bon, oui, oui. Sauf qu'à un moment donné, les gens vont te dire non, nous ne sommes pas des chiffres. Et donc, on a un vécu. Et heureusement qu'il y a des gens qui se mettent en colère. Parce que ceux qui continuent à se mettre en colère croient encore en la justice, contrairement à ce qu'on croit. Mais ceux qui sont dans l'indifférence permanente ne croient plus en rien. Et c'est ça le danger de la société. Quand les gens sont passifs et ne croient plus en rien, d'accord? Quelqu'un qui est en colère, indigné, pas quelqu'un qui a la haine. Hein. La haine, c'est la destruction. On ne construit rien avec ça. Au contraire, on se détruit d'abord soi-même et on détruit l'autre. Et elle dit à la conclusion que la haine est que je regarde. Alors, parlons d'abord de l'amitié. L'amitié n'est pas l'amour. Dans la cité, les hommes ne s'aiment pas, d'accord? C'est pourquoi elle peut être dite politique par excellence, d'accord? La justice et l'amitié occupent une place considérable dans les démocraties où les citoyens libres entretiennent entre eux des relations multiples. L'amitié, c'est le choix délibéré de vivre ensemble. C'est ça. Dans l'amitié, c'est ça, c'est ce qu'Aristote appelle la philia. L'amitié, c'est la philia, autrement dit, ce choix délibéré de vivre ensemble. Et ça, on ne peut pas ne pas faire ce choix de vivre ensemble. Parce qu'on a besoin d'être ensemble. Donc, la haine, il y a un absolu, et la haine détruit l'autre dans sa tentation fusionnelle. Dans sa tentation fusionnelle, elle dit que la haine abolit à la fois l'autre et nous-mêmes. Par contre, quand on prend l'exemple de l'indignation, l'indignation présuppose l'absence de tout intérêt personnel. Dans l'indignation, je n'ai pas un intérêt personnel. C'est pas parce que j'ai une voiture, justement, c'est pas que j'ai une voiture que je peux me permettre d'être indigné. D'accord? C'est parce que dans l'indignation, ça n'a rien d'égoïste. L'indignation, c'est le fait de considérer que l'autre a le droit à la justice. L'indignation présuppose l'absence de tout intérêt personnel. Elle implique avant tout la considération du prochain. Elle est éprouvée par celui qui, à la fois, se trouve mériter les plus grands biens et les posséder. Autrement dit, celui qui, sans souffrir de lui-même de l'injustice, n'accepte pas que ses semblables en soient victimes.
C'est ça, être indigné. Être indigné, c'est ne pas souffrir soi-même de l'injustice et ne pas accepter que ses semblables soient victimes de l'injustice. C'est ça la véritable indignation. Dans ce cas, le sens de l'injustice n'a pas sa source dans une blessure personnelle. Je suis indigne non parce que c'est moi qui suis en cause. C'est parce que je ne supporte pas l'injustice faite à l'autre. Donc, je reprends, dans ce cas, le sens de l'injustice n'a pas sa source dans la blessure personnelle. Il s'enracine dans la sensibilité à l'égard de l'autre. L'indignation réagit à l'incapacité de la loi. Donc, il y a indignation lorsque la loi ne joue pas son rôle. L'indignation réagit à l'incapacité de la loi à assurer une juste répartition des biens dans une communauté politique. C'est ça. Celui qui se met en colère pour des raisons valables et contre qui le mérite de cet homme-là obtient notre approbation, dit Aristote. Il ne peut être qualifié de violent. Il n'est pas le jouet de la passion. Il obéit aux ordres de la raison et dans la mesure ce que veut la raison, il se permet la colère dans les circonstances et durant le temps que cette raison approuve. Supporter sans riposte l'outrage, voire l'indifférence. Les siens outragés, c'est montrer une âme servile, soumise. Comment on peut rester indifférent? Ne pas riposter à l'injustice. Eh bien non. Eh bien, ce qu'il dit Aristote déjà à l'époque, eh bien voilà. C'est avoir une âme servile. Être, autrement dit, être inaccessible à la colère, n'être affligé par rien, être dépourvu de sensibilité, ne convient guère à des êtres libres qui partagent et habitent un monde commun. Ça, si on a encore ce sens humain, on ne peut pas se montrer insensible, ni à la misère des uns des autres, ici ou ailleurs. Et ça, c'est notre sens humain qui parle. Et c'est pour ça, on n'a pas besoin d'être dans une religion ou dans une autre. Dans une autre, non. Il y a un sens humain qui doit nous habiter. Et c'est ce sens humain qui fait de nous des individus libres. Sinon, on est des âmes serviles. La colère et l'indignation ne relèvent ni de la psychologie, ni de la caractérologie. Elles mettent en jeu la reconnaissance mutuelle, les relations au sein de la communauté politique. C'est pourquoi elles diffèrent radicalement de la haine, qui est inextinguible, c'est-à-dire il n'y a pas qu'à éteindre, il y a vie, et s'en prend à l'existence même de l'autre. L'homme en colère peut éprouver de la pitié, alors que celui qui est en est toujours dépourvu. Il pas ni ça. La colère peut s'éteindre, mais la haine est incurable. Elle est l'envers absolu de l'amitié politique. Or, l'amitié politique, le sens humain, le choix délibéré de vivre ensemble, c'est ça, c'est le ciment du lien social. C'est pourquoi elle dit que Platon associe la colère et le sens de la justice. Voilà. La colère, c'est le signe d'une sensibilité aux normes de ce que devrait être la cité juste. Mais oui,
C'est ça la colère. La colère, c'est justement le sentiment. On est toujours habité par le sentiment de la justice dans la colère. Pas de l'injustice que je subis. C'est l'injustice que l'autre. C'est ça. Sinon, ce n'est pas vraiment de la colère. C'est autre chose. C'est du ressentiment. C'est de la jalousie. La jalousie n'a jamais créé, ne serait-ce qu'une liberté, parce que celui qui est jaloux de ce que l'autre a, il est enchaîné à sa jalousie. Et c'est ça, l'âme servile. Il est soumis à ses passions. Ben, merci beaucoup, Marie-Laurence, pour cette présentation. Et puis, tu nous as permis de revisiter un certain nombre de mots que peut-être qu'on utilise comme ça, mais comme colère, la confusion entre les deux, confusion entre ressentiment, colère, et puis les émotions. Oui, il faut réhabiliter, il y a des émotions positives. Ciment de la société. D'accord. Donc, distinguer les émotions et l'insensibilité. Voilà. D'accord. Voilà. Et ça, c'est important. Pour vivre en société, l'ennemi de la société qui détruit la société, c'est l'insensibilité. C'est l'indifférence. D'accord. Voilà. Ben, merci beaucoup, Marie-Laurence. Ben, je ferai attention aux termes que j'emploie. C'est toujours comme ça, mais c'est avec plaisir. Je dirais qu'il faut garder notre sens humain qui est cette capacité que nous avons de nous indigner. En dehors même de nos intérêts personnels, égoïstes. Et ça, c'est important. Et ce que j'ai beaucoup aimé, bon, tu le faisais déjà, mais ce que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui, tu montres encore plus que la philosophie s'applique aux situations actuelles, même locales, puisque même locales, bien évidemment. Certains tendance à penser que la philosophie c'est pour les Occidentaux, les Européens. Voilà. Non. Le sens humain, là, c'est nous aussi, nous sommes habités par nos émotions. Il ne faut pas avoir peur de développer ces émotions positives qui font le ciment de la cité. D'accord. Ben, merci à nouveau. Merci, chers téléspectateurs, pour ce moment que vous avez passé en notre compagnie. Si, comme Marie-Laurence, vous souhaitez venir sur le plateau de Zouk TV un de ces jours avec nous, c'est possible. Il suffira de composer le numéro qui va s'afficher dans quelques instants, à savoir le 06 96 19 41 13, et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.